Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, J-1 avant le premier mariage homosexuel de France, Vincent Autun et Bruno Boileau vont s'unir à Montpellier. Et comme tous les fiancés à la veille du grand jour, ils vérifient les derniers détails jusqu'à la pièce montée. José Thomas était à Nîmes hier soir, pour une fois pas dans les arènes. Le torero a inauguré l'espace qui lui est consacré au musée des cultures taurines. Et puis en fin de journal, on ira à la piscine universitaire de la Motte Rouge à Montpellier, une véritable institution pour tous les nageurs qui ferme fin juin, faute de moyens. C'est donc demain que Vincent et Bruno se diront oui en mairie de Montpellier. Et comme pour tout mariage, c'est l'heure des derniers réglages et préparatifs. Ce matin, les fiancés sont notamment passés voir leur pâtissier. Reportage, Morgane Jacob et Vincent Prieur. Pour les futurs époux, là, je veux dire... Deux hommes pour siéger en haut de la pièce montée. Tout est fin prêt pour le festin de mercredi soir. Mais ces tours aux teintes acidulées et aux couleurs de la Gay Pride ne sont pas le clou du spectacle. Le dessert des futurs mariés restera secret jusqu'à ce qu'ils le découpent. Et c'est à un ami de longue date qu'ils ont confié la conception de ce dessert bien particulier. Tous les ingrédients sont réunis pour que la fête soit des plus belles. Et maintenant, je veux dire, j'ai orné aussi une petite info comme ça de petits anges, parce que pour les petits anges, il n'y a pas de sexe, tout comme le mariage aujourd'hui. Moi, avant tout, je fais aussi mon métier. J'ai voulu leur rendre service, leur faire mon cadeau de mariage. Mon parcours, c'est avant tout la pâtisserie. Donc, à chacun sa place, on dira. Vincent et Bruno, de leur côté, sont un peu partout à la fois. Rien d'anormal pour un couple sur le point de se marier. Leur planning est encore bien chargé avant de pouvoir se passer la bague au doigt. Ça va super bien, on est joyeux, heureux, euphorique, voilà, impatient. Je crois que t'en oublies un. Tendu un petit peu personnellement, je suis un petit peu tendu quand même, un petit peu stressé. Ah d'accord. Pas toi, ça va? Non, ça va. Bon, moi un petit peu stressé quand même parce que dans 24 heures, on sera vraiment très proche du moment fatidique. On n'a pas grand chose à dire, on a juste à dire oui, mais quand même, c'est un peu de pression. Un oui pas tout à fait anodin puisqu'il ouvre la voie au mariage pour tous. Et ce couple est un peu devenu une célébrité. Dans la rue, certains les félicitent, d'autres leur demandent des photos. Et dans leur boîte mail s'entassent des messages de soutien. On a en tout cas eu à cœur sur la cérémonie publique d'ouvrir cette cérémonie à tout le monde parce qu'on considère qu'on est tous un petit bout de cette histoire, de ce symbole de l'égalité. Toutes les personnes qui feront le choix de venir ce jour-là sont des personnes qui se sont mobilisées pour que ce soit possible. Plusieurs centaines de personnes sont attendues à la mairie et pas seulement des Montpelliérains. Le président de la Lesbian and Gay Pride de la région et son compagnon depuis 6 ans seront donc, je vous le disais, les premiers mariés gays de France, ceux qui placent leur union sous les feux des projecteurs. La cérémonie et ses à côté en chiffres, Mouadel Yakabi. L'événement est majeur et même si toute la ville s'y attendait, l'ampleur qu'il a pris à submerger aussi bien la mairie de Montpellier que le couple lui-même, rendez-vous compte. Premier chiffre marquant, 0. Un écran géant a été prévu pour retransmettre les images de la cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville, mais l'idée a finalement été abandonnée devant les inconnus que sont le nombre de sympathisants et des opposants présents. Il vous sera tout de même possible de la suivre en direct sur TV Sud. 1 ou 2 ministres devraient faire le déplacement. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, a d'ores et déjà confirmé sa présence. Une promesse de longue date faite au couple de futurs mariés. En revanche, la ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, n'y assistera pas. Les opposants au mariage pour tous devraient manifester dans la ville. 3 manifestations devraient avoir lieu selon nos informations. Et pour encadrer cette journée, la préfecture a décidé de renforcer ses effectifs en faisant appel à un escadron de 80 gendarmes. La police municipale devrait être sur le terrain aussi, à moins qu'elle ne confirme son préavis de grève. 140, c'est le nombre de journalistes accrédités pour couvrir la cérémonie. 70 médias nationaux et internationaux relayeront donc le premier mariage entre 2 personnes du même sexe en France. 200, c'est le nombre de proches de Vincent et Bruno, et 300, c'est le nombre d'invités du monde politique et associatif qui ont été conviés à la cérémonie. Et enfin, un autre chiffre, sans doute le plus emblématique, 2, soit le nombre de figurines d'hommes qui trôneront au-dessus de la pièce montée. Et comme le disait Mouadel Yakabi, vous pourrez voir le mariage de Vincent Autun et Bruno Boileau en direct sur TV Sud demain à partir de 17h30, une émission commentée par Olivier Roiron.
Le Front National prépare les élections municipales 2014. Le parti a présenté aujourd'hui les 17 têtes de liste qui seront présentées dans les villes moyennes de l'Hérault comme Agde, Lunel, Palavas ou encore la Grande Motte. Et pour les grandes villes du département comme Montpellier, Béziers ou encore Sète, les investitures attendront quelques jours. Mais d'ores et déjà, les objectifs sont fixés, notamment dans le Biterrois. Écoutez. L'objectif, c'est de faire toujours des scores très importants, c'est d'avoir des dizaines de conseillers municipaux dans ce département et aussi d'avoir des mairies, d'avoir des élus majoritaires qui pourront demain mettre en application les idées que nous défendons. Donc des villes comme Béziers notamment seront regardées de manière très attentive parce que je considère que nous avons une chance historique d'incarner une alternative pour cette commune. Donc voilà, nous avons plusieurs communes comme cela où nos chances sont extrêmement sérieuses. Dans le Gard à Fourques, une quarantaine de caravanes a investi le stade de rugby depuis dimanche. Il s'agit d'une mission évangélique qui a entamé une tournée de rassemblement dans toute la France, ce qui a provoqué la colère du maire de la ville qui s'est vu refuser tout contact. Écoutez. On en vient, ce sont des insultes, c'est eux qui sont chez eux et nous les Forquésiens on n'est pas chez nous, voilà, donc le terrain leur appartient, ils me l'ont dit carrément, voilà, donc jusqu'à dimanche, m'expliquant qu'en réalité ils prenaient en otage les maires des petites villes. L'an dernier c'était Bellegarde, ils me l'ont dit, cette année c'est Fourques. J'ai réclamé évidemment auprès du préfet un arrêté d'expulsion, voilà, parce qu'il y a des dégradations qui sont intolérables, d'autant plus qu'ils ont d'autres solutions. C'est ça qui me met en colère, c'est qu'on leur propose d'autres solutions alors même qu'on n'a pas, nous, par la loi, à les recevoir, qui réclament, eux, l'application de la loi et qui ne respectent pas. Voilà. Voilà, du côté des évangélistes, personne n'a souhaité s'exprimer. Une trentaine de psychologues en hôpitaux publics s'est réunie devant la préfecture de Montpellier cet après-midi. Parmi leurs revendications, la revalorisation de leur salaire et les conditions de travail plus respectueuses des patients. Écoutez. On veut des revalorisations de salaire, que nos fonctions soient reconnues de façon à ce que on puisse, dans leur spécificité, de façon à ce qu'on puisse faire un travail de qualité auprès des patients qui viennent à l'hôpital public nous rencontrer. Et voilà. Et auprès des équipes aussi, puisqu'on a une partie de nos fonctions qui doit se faire auprès des équipes et on nous demande de plus en plus un travail quantitatif, c'est-à-dire en termes de nombre de consultations, de façon à rentabiliser les choses. Et cet après-midi, une délégation de psychologues hospitaliers a été reçue à l'Agence régionale de santé à Montpellier. Les syndicats de la profession appellent à manifester le 15 juin prochain. La contraception accessible pour tous les jeunes, c'est le but du pass contraception lancé aujourd'hui au lycée Champollion à Latte. Il faut dire qu'en Languedoc-Roussillon, le taux d'avortement est l'un des plus élevés de France pour les jeunes filles de 15 à 19 ans. Le dispositif lancé aujourd'hui doit donc permettre aux ados d'accéder gratuitement et anonymement à un suivi médical adapté. Et ce chéquier, celui-ci pour les garçons, celui-ci pour les jeunes filles, les jeunes garçons, chacun leur chéquier. C'est l'infirmière du lycée qui le délivrera. Il faut que chaque jeune aille voir l'infirmière du lycée. Et allant voir l'infirmière du lycée, elle les conseillera dans tout le processus pour rencontrer une sage-femme, un médecin qui leur indiquera tout dispositif de préservatif, leur indiquera pour faire une prise de sang, leur indiquera pour être à leur côté finalement dans tout ce dispositif de passe contraception. La venue de José Tomás hier soir à Nîmes, le légendaire torero s'était illustré dans les arènes de la ville. C'était le 16 septembre dernier en affrontant seuls 6 taureaux lors de la Feria des Vendanges. Une corrida historique à laquelle le musée des cultures taurines consacre tout un espace, inauguré hier donc par le célèbre Matador, très attendu par les aficionados. Retour sur cet événement taurin, Olivier Michel. C'est avec cette humilité qui est l'apanage des grands hommes que José Tomás a inauguré au musée des cultures taurines son espace. Hoy, casi, no un año después, pero pasado este tiempo, hoy sí tengo mi pequeña casa en Nimes. Il dit, aujourd'hui je suis sûr
que j'ai ma petite maison à Nîmes. Une maisonnette de 40 mètres carrés d'exposition montée par Gilles Raoux qui regroupe les têtes de taureaux naturalisées, l'habit de lumière, cape, mouletta et les clichés de 7 photographes qui ont immortalisé cette corrida déjà référencée comme celle du siècle. La photographie est là pour sublimer les moments d'art de l'existence, hein, puisque c'est un art complémentaire. S'il n'y a pas d'art en face, c'est difficile de faire de l'art avec les photos. Donc voilà, là c'est le complément idéal. Parmi la centaine d'invités triés sur le volet, le président de la corrida et ses 2 jeunes assesseurs marqués à vie. C'est vrai qu'en plus Daniel Jean Valade a souhaité lancer un signe fort, c'est-à-dire qu'il a souhaité s'associer de 2 assesseurs jeunes, Clément et moi-même, on a moins de 30 ans, donc c'est vrai que c'était un geste fort aussi pour cette corrida, mais c'est vrai que c'était un moment magique, un moment mémorable. Quant à la présence du maestro pour cette inauguration, elle est tout aussi exceptionnelle. Il n'est pas du tout friand de manifestations publiques, il ne sort pratiquement jamais, il ne se montre pas, il refuse pratiquement toutes les invitations et je sais qu'il vient à Nîmes avec beaucoup de plaisir. Preuve en est, José Tomás a même bousculé le protocole en allant à la rencontre de son public. Simple et souriant, il a répondu à toutes les sollicitations. Merci. C'est vraiment très touchant, ouais. Ah oui, vraiment. J'ai vu Dieu sourire et toréer magnifiquement bien. Donc ça restera dans les souvenirs pour ceux qui l'ont vu. Pour les autres, il reste le musée des cultures taurines et son espace José Tomás, un maestro hors norme qui laissera une empreinte indélébile sur Nîmes et dans l'histoire de la tauromachie. Un mot de sport à présent, et les handballeurs montpelliérains qui se déplacent à Tremblay en France demain soir pour le compte du championnat. Quelques jours à peine après avoir remporté la Coupe de France face à Paris. Et pourtant, il faudra rester mobilisé si le MHB veut disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Reportage à l'entraînement ce matin, Mouadel Yakabi. Avant cette finale de Coupe de France, les médias avaient parlé d'une passation de pouvoir, de la fin du règne d'un MHB en déclin. Alors, blessés dans leur orgueil, Patrice Canaillé et ses joueurs ont envoyé un message clair. Non, le Montpellier Agglomération n'est pas mort. Par rapport à ce que représente Montpellier dans le handball français, par rapport à son palmarès, par rapport à ses joueurs, c'était pas très correct. Et il y avait une forte volonté de pas trop parler, mais de montrer sur le terrain que voilà, que ce club-là n'était pas fini, que ces joueurs-là n'étaient pas finis et que l'histoire devait encore s'écrire avec Montpellier. Capitaliser sur cette performance et garder la même hargne, voilà ce qui pourrait être l'objectif montpelliérain avant de s'engager dans cette lutte finale pour la 2e place. Déjà qualifiés pour la Coupe EHF grâce à leur sacre en Coupe de France, les Montpelliérains visent tout de même la Champions League, un minimum syndical pour un club de cette ossature, même si, après une saison comme celle qu'ils viennent de vivre, ce serait plutôt de l'ordre de l'exploit. Si on réussit à atteindre l'objectif de gagner la coupe, ce qui est acquis, de finir 3e et de pouvoir jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions, je ne pense pas qu'on pourra parler d'un échec. Je pense que ce sera peut-être même une très très belle saison, mais ça le serait encore plus si on était second et si on se qualifiait directement pour la Ligue des Champions. Elle est peut-être là, la force de ce club, garder les pieds sur terre sans jamais s'interdire l'ambition. Depuis 1968, étudiants et associations s'entraînent à la piscine de la Motte Rouge à Montpellier, une institution qui ferme ses portes le 23 juin. Décision prise par la direction de l'UM2, faute de financement. Reportage Denis Tully et Vincent Prieur. Plongeons, longueurs et autres exercices d'apnée n'auront plus lieu à la piscine de la Motte Rouge. L'établissement quadragénaire se voit dans l'obligation de fermer ses portes. Une nouvelle qui bouleverse le monde sportif universitaire qui y avait ses habitudes. Je pense que c'est la perte d'un outil de travail pour tous les enseignants de l'université Montpellier 1, Montpellier 2 et Montpellier 3. Et c'est aussi, pour moi qui suis enseignante en STAPS, une grande perte pour la formation des étudiants. Puisque en STAPS il y a notamment une formation aux futurs profs de PS et qu'on ne peut pas former des profs de PS sans une véritable formation à la natation. Donc là, de grosses inquiétudes pour l'avenir et pour la formation de nos étudiants avant tout et bien sûr pour nos conditions de travail aussi à nous. Remettre en conformité l'établissement s'avère très onéreux. Près d'1 million d'euros sont nécessaires à sa réfection. Somme que l'université Montpellier 2 n'est pas parvenue à réunir. Effectivement, nous avons annoncé que nous allons fermer la piscine de la Motte Rouge à la fin du mois de juin. Alors les raisons sont multiples, sont liées d'une part à un investissement qu'a fait l'État il y a maintenant une 50aine d'années et des cofinancements insuffisants pour maintenir cet équipement.
nous n'avons pas trouvé à ce jour de partenariat suffisamment développé pour aller dans le maintien de cette infrastructure. Donc c'est une décision qu'on regrette, mais pour le moment nous n'avons pas les moyens effectivement de maintenir cette piscine. Fermeture définitive annoncée pour le 23 juin 2013. Au-delà de cette date, il faudra la communauté universitaire trouver un autre endroit pour se jeter à l'eau. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.